Bonjour à tous, bienvenue sur Art Top TV dans l'émission Il n'y a que des étoiles. Alors aujourd'hui, nous recevons Nicodème. Bonjour Ménaïs. Bonjour Nicodème, merci d'être venu. Merci pour l'accueil, merci à Art Top pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Oui, on est très content de te recevoir aussi. Donc tu es quelqu'un qui a une double casquette. Tu es à la fois réalisateur primé et romancier, c'est bien ça? Ouais. Après tout un parcours un peu où j'ai touché à pas mal de choses, je me suis arrêté sur la réalisation et la réalisation m'a mené aussi à écrire autre chose que des scénarios, donc un projet de roman que je viens présenter aujourd'hui. Oui. Alors dis-moi, comment tout commence? Tout commence. Moi, j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois, Oui. dans le Val-de-Marne, donc pas loin d'ici. J'ai fait mes études. J'ai commencé un cursus au niveau du cinéma au lycée, Oui. où j'étais à Vincennes, à Berlioz, où j'ai notamment fait mon premier court-métrage à l'âge de 17 ans que j'ai dû présenter pour le baccalauréat. Ah oui. Et ensuite, j'ai souhaité continuer en fait des études dans le cinéma, mais ça n'a pas pu se faire. J'ai pas été bien orienté après le bac, et du coup, on m'a mis en philo. Et j'ai très vite arrêté les études et fait plein d'autres choses pendant plus d'une dizaine d'années. Donc là, c'était une époque qui date un petit peu dans le sens où voilà, j'avais 19-20 ans et à cette époque-là, je voyais un peu le cinéma comme quelque chose de très élitiste et de fermé, et j'ai un peu déchanté, tu vois, et donc j'ai fait d'autres choses, j'ai fait du social et de l'humanitaire. Oui. J'ai monté une structure associative qui a été très active entre 98 et 2008 avec un groupe d'amis, donc à Fontenay-sous-Bois. Oui. Au début, c'était principalement pour promouvoir la culture hip-hop, donc avec l'organisation de concerts, des projets de mixtape, d'albums, etc. Et puis après, ça s'est élargi à voilà, un champ aussi beaucoup plus social. On faisait du soutien scolaire, des collectes de vêtements. Et puis après, on a encore plus élargi le cercle en faisant des actions à l'international, donc des actions humanitaires, que ce soit au Sénégal, au Brésil. Ça, c'est vraiment toute une grosse partie de ma vie, donc un peu plus de 10 ans. Qui m'ont forgé aussi, parce que c'est des choses qui m'ont énormément apporté, qui ont construit ma façon aussi d'aborder des projets. Et j'avais toujours quand même un lien avec la vidéo. Donc je commençais même dans cette association à réaliser des clips, à faire des petits documentaires, des petites vidéos et tout. Et voilà, c'est toujours resté. Puis cette association, au bout d'un moment, elle a beaucoup grossi. Il y a des choses qui sont devenues un peu politiques. Moi, je m'y retrouvais plus. Et du coup, j'ai eu besoin, voilà, de faire un break et de revenir à mes premiers amours. Et du coup, la vidéo, le cinéma. Oui. Et à partir de 2009, j'ai monté aussi une autre structure associative, mais là, vraiment principalement basée sur l'audiovisuel. Donc ça s'appelle Vidéographique. C'est basé à Fontenay-sous-Bois. Et voilà, on développe plein de projets autour du cinéma, de la vidéo. On fait des ateliers vidéo, de la réalisation de courts-métrages, de la production et donc voilà, ça c'est mon activité depuis 2009. D'accord. Alors comment on se dirige soit vers le court-métrage ou soit vers le long-métrage? Alors après c'est particulier. Moi dans mon parcours j'ai beaucoup été dans ce qu'on appelle le cinéma guérilla, c'est-à-dire que j'ai produit moi-même mes cours, autoproduits, et c'était vraiment dans l'école de la débrouille. C'est-à-dire que j'avais pas envie d'attendre d'avoir des retours de chaînes, de diffuseurs, de producteurs. J'avais, en tout cas au début, l'urgence de filmer de raconter des histoires, de les filmer dans un temps assez court. Et en plus, ce qui est contrairement à quand j'ai commencé, quand j'avais 17-18 ans, tout ce qui est le matériel audiovisuel, ça s'est un peu démocratisé. Donc on a eu accès à des caméras qui filment super bien, avec une bonne qualité, des possibilités de faire du montage beaucoup plus simplement qu'à l'époque où j'étais au lycée, où j'avais commencé. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais pas, il n'y a pas besoin d'avoir un budget énorme. Il y a des courts-métrages que j'ai fait pour 50 €, 100 €, juste parce que j'ai payé à bouffer. Et les comédiens sont venus, et c'est certains courts-métrages comme ça se sont retrouvés en festival, tu vois, comme quoi, juste en impulsant une idée, en rassemblant des gens autour de cette idée, on peut faire des choses vraiment
bah vraiment fantastiques et qui vont loin et c'était ça mon envie, tu vois, c'était de d'y aller, de fabriquer de l'image, de fabriquer des histoires, de raconter des histoires et de fédérer autour de ça. Après, pour le long métrage, c'est encore c'est une autre paire de manches. Moi, je suis sur un projet depuis 2017 de Oui, long métrage. C'est un peu d'accord. ce vers quoi je tends. J'ai Mhm. envie, c'est mon rêve d'enfance de pouvoir bah, aller au bout de ce projet. Oui, J'ai un scénario voilà, qui s'étoffe d'année en année, que je laisse des fois reposer, que je reviens dessus. Enfin, il y a vraiment c'est un parcours du combattant oui, et je te passe les détails, mais en gros, voilà, plein d'ascenseurs émotionnels. On croit que ça va se faire, et finalement c'est en attente. Il y a des gens qui réactivent le projet. Enfin, c'est vraiment là, on pourrait faire une interview que par rapport à ça. Et j'espère revenir pour t'en parler quand le film sera fini. oui, bien sûr, oui, avec plaisir. Alors, parle-nous de Vis-à-vis. Et ben vis-à-vis, c'est exactement ça. Vis-à-vis, je dis souvent que bah, j'ai par la force des choses, j'ai pas fait de grandes écoles dans le cinéma, mais mon école, c'est vis-à-vis. Mhm. C'est-à-dire, c'est cette envie bah voilà, de faire des films, même avec des bouts de ficelle, avec les gens qui sont autour, qui ont envie d'y participer. Et donc, alors, je pourrais pas te resituer dans le temps. J'ai l'impression que ça a commencé à peu près en 2010 Oui, jusqu'à 2017. Donc tu vois, en 7 ans, j'ai fait. Alors après, ça a un peu continué, donc je vais un peu étaler jusqu'à 2000, on va dire 2013-14. J'ai réalisé et produit pour certains 13 courts-métrages, dont 10 qui sont vraiment ce qui était une sorte de collection qui s'appelle Vis-à-vis oui, et qui sont voilà des courts-métrages qui sont faits avec un appareil photo, avec des micro-équipes et en fonction après d'un projet à l'autre, l'équipe voilà devient un peu plus conséquente, on essaie de se professionnaliser un peu. Je me rends oui, compte aussi que les premiers films que je fais tout seul, oui, je vois les limites parce que mhm, tu vois par exemple le son est pas terrible, oui, je vois qu'il faut que je m'entoure parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas du tout et même si ça a son côté un peu artisanal qui est sympa, mais je me dis voilà, il faut un ingénieur du son, c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'occupe du maquillage, des accessoires, quelqu'un qui va gérer le temps aussi parce que quand tu es réalisateur, tu as envie de faire encore une prise, encore une prise, encore une prise, mais au bout d'un moment quelqu'un doit te cadrer, sinon tu respectes pas du tout ton emploi du temps dans la journée. oui, Et du coup, c'est vis-à-vis, c'est vraiment mon laboratoire, mon école du cinéma, euh, avec laquelle, en plus, j'ai constitué une équipe un peu qui suit un peu toutes ces aventures. Et du coup, c'est devenu une sorte de petite entité dans mon association. C'est-à-dire maintenant, vis-à-vis, c'est presque comme une prod dans la oui, sauce qui développe des courts métrages et voilà, puis le concept vis-à-vis, j'aimais bien l'appellation. Tu sais, c'est le regard qu'on a sur l'autre, le regard qu'on a sur soi-même. Je trouvais que ça avait du sens, il y avait une symbolique et du coup, vous pouvez retrouver bah, la plupart des vis-à-vis sont sur YouTube. oui, Donc c'est en un seul mot, V-I-Z-A-V-I. Et voilà, donc c'est des chroniques urbaines, c'est parfois glauque, c'est parfois poignant. dur, poignant. Oui, En tout cas, c'est fait avec les tripes oui, et j'aime bien cette couleur un peu angoissante, oppressante, un peu anxiogène, tu mhm. vois, qu'il y a par exemple, dans des thrillers où voilà, on est dans un truc assez froid, voilà, qui est assumé. Oui, oui, on voit pas simplement en fait, ça donne à réflexion en fait hein, quand on voit les scènes. Bah, moi, j'aime bien être sur un truc où on n'est pas didactique, tu sais, où on va expliquer au spectateur la morale qui doit se faire, tu vois, où tu as des films qui sont, comment dire, un plaidoyer pour une cause. Oui, C'est très bien, il y a des films super bien qui sont faits là-dessus, mais en tout cas, moi, enfin, j'ai préféré développer quelque chose où les spectateurs, déjà, je vais beaucoup bosser sur le ressenti, ce oui, qu'un spectateur va ressentir. Et c'est beaucoup aussi d'abord une envie, une approche visuelle. Par exemple, tu vois, le court-métrage de Glace, ça part de
une femme qui fait du patinage dans une patinoire la nuit. Il y a une espèce d'ambiance qui me parle. Et c'est qu'ensuite que j'y mets du sens. Et parfois même sur De Glace en particulier, il y a je fais beaucoup de projections et de festivals avec ce film-là, et des gens me donnent leur interprétation, tu vois, du film, et je fais ah ouais, j'y avais pas pensé, mais ça parle de ça aussi. Et j'ai envie d'être sur cette ligne où les films sont, il y a plusieurs degrés de lecture. Il y a même des degrés de lecture qui sont très personnels, que j'enfouis un petit peu dans les scénarios et même dans la réalisation. Il y a des clins d'œil, que ce soit à ma vie perso ou à d'autres films que j'ai faits, etc. Donc j'aime bien qu'il y ait plusieurs grilles de lecture, et que les gens, des fois, rester sur quelque chose d'un peu ambigu, d'un peu flou sur la fin, pour qu'on se dise mais attends, mais qu'est-ce que je viens de regarder? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Et qu'est-ce que ça raconte en fait, tu vois? Et je veux pas que ce soit clair, je veux que ce soit flou, en tout cas cette approche de mon travail. Oui, alors De Glace donc a été visionné dans différents pays, hein. Ouais, c'est De Glace, c'est un projet qui a été fait pareil dans l'urgence. C'était le premier court-métrage parce que du coup je trouvais que l'idée méritait d'avoir une bonne qualité d'image. Donc je me suis vraiment, c'est la première fois que je bossais vraiment avec un chef-op, avec une équipe beaucoup plus conséquente. Mais tout s'est fait en 3 mois. Tu vois, de l'idée à la post-production, ça a été un enchaînement comme ça de vas-y, on le fait, on a ce créneau à la patinoire, et vas-y, on sera jamais prêt, mais on le fait quand même. C'est un sacré challenge. Après, on avait un deuxième jour où on a eu une galère parce qu'il y avait des problèmes techniques qu'on a dû régler, mais on a dit bon, on le fait quand même. Et tu vois, c'est quelque chose que j'ai notamment hérité de mon expérience dans l'associatif, c'est le côté peu importe, mais on va le faire, tu vois. Et c'est quelque chose qu'on se répète pour se motiver, que ce soit dans l'équipe, il va y avoir tel problème qu'on n'avait pas prévu. C'est pas grave, on s'adapte et on va jusqu'au bout. Et jusqu'à la fin, en fait, on avait, je crois, 3 semaines pour boucler la post-prod parce qu'on voulait l'envoyer à Cannes. Oui. Et du coup, on s'est dit, bon, on a 3 semaines, on va faire la musique, le montage, l'étalonnage, l'affiche, tout en 3 semaines. Et des fois, ça donne ça donne une fraîcheur et comme tu dis, un challenge, et le fait d'avoir une deadline. Moi, je fonctionne souvent comme ça, même à l'écriture. Des fois, je laisse traîner un peu l'écriture, et puis je me réveille en me disant, bon là, il y a tel deadline pour un appel à projet. Du coup, je me motive à finaliser. Et c'est, en tout cas, pour De Glace, ça a été un peu le moteur, tu vois, de ce projet. Et puis ensuite, une belle résonance, que ce soit en France, où on a été le présenter à Cannes, on a fait de belles rencontres qui jusqu'à maintenant sont toujours d'actualité. Et puis après, je l'ai présenté à Los Angeles, je suis parti en Inde, le film lui-même a voyagé dans plein de pays, et c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Il n'y avait pas du tout de stratégie derrière tout ça. Il y avait au début juste l'envie de raconter, de crier quelque chose, une sorte d'appel à l'aide, et au final ça a eu son écho. Oui, le message a bien été en tout cas entendu, parce que les gens ont vraiment expliqué ce qu'ils avaient ressenti. À la vue du film. Ouais, puis c'est cool, d'avoir ces différentes interprétations. Je trouve ça intéressant, et même motivant pour d'autres réalisations. C'est aussi de trouver, je pense, n'importe quel artiste, que ce soit dans la musique, c'est aussi de se trouver. Parce qu'on a beaucoup d'influences, tu sais, on est influencé par plein d'artistes dont on aime le travail, qu'on respecte, mais au bout d'un moment, c'est aussi de trouver sa patte, et de trouver sa ligne directrice, et du coup ce film-là, en tout cas pour moi, il a été ça a été une bascule, parce que aussi après je vais pas non plus rentrer trop dans des détails, mais c'est vrai que c'est des moments où je disais il y a des choses qui avancent pas trop. Et c'est marrant parce que là, au moment où je te parle, je suis dans la même mentalité où j'attends des choses, notamment pour le long métrage. Et je me dis, je vais pas attendre, je vais faire encore un court métrage s'il le faut. J'ai besoin d'être en mouvement, moi, le fait d'attendre, ça fait partie du jeu, mais des fois c'est très très éprouvant psychologiquement. Là, on parlait du long métrage, des fois tu as 10 ans. Voire plus, tu vois. Moi, ça fait depuis 2017 où je fais des versions du scénario que je fais lire. Donc, t'attends que les gens lisent
Des fois, ils mettent 3-4 mois à te répondre et te dire oui, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on cherche maintenant, tu vois. Et du coup, il y a plein de choses que tu maîtrises pas. Et le but, en tout cas en tant qu'artiste, c'est de se dire, je fais mon max pour être sincère, pour livrer quelque chose on va dire, qui me correspond, qui me représente, qui est vrai. Puis après, les choses se font pas. Hein. Tu vois, notamment dans le cinéma, c'est une grosse industrie et puis voilà. Après, sans rentrer dans le débat, mais le cinéma français. Voilà, il y a des choses qui bougent, mais il y a des choses qui bougent pas, ou qui ont du mal à bouger, qui bougent vraiment très très doucement, notamment pour le style d'histoire que je raconte et la manière dont je le raconte. Donc là, je sais que le cinéma de genre, ça commence un peu à revenir, tu vois, avec la dernière Palme d'Or française qui est Titane. Donc il y a des films de genre qui commencent à être on commence à prêter attention à ce cinéma-là, alors que pendant très longtemps, c'était que de la grosse comédie qui était produite, ou du polar encore à la rigueur, ou du gros drama social, tu vois, où tu vas prendre un sujet et tu vas écrire une histoire autour. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis sur encore autre chose. Donc, on fait son chemin, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait de fouler le tapis rouge? Eh ben, écoute, moi, j'étais pas en compétition officielle. Hein. Oui. Donc, nous, on a foulé un petit tapis qui allait dans une salle, le Short Film Corner. Oui. Donc, en tout cas, être au-delà de la symbolique du tapis rouge, être à Cannes, c'est très cool. Oui. C'est surtout, ouais, c'est une opportunité de rencontrer des gens dans un contexte où ils se souviennent qu'ils t'ont vu à cet endroit-là. Et donc, Oui. c'est un bon tremplin. C'est un bon tremplin. C'est là où justement, moi, j'ai par exemple fait connaissance avec les gens de l'agence du court-métrage qui distribuent encore aujourd'hui mes films et le fait d'y être allé, ça, je pense que ouais, ça permet de faire des connexions. Après, c'est notamment quand tu es une petite prod, tu te retrouves vite à te dire de te sentir tout petit par rapport à toute la machinerie qu'il y a autour et au final voilà, tu fais ton tes connexions, tu fais ton petit bout de chemin. Mais non, c'était une belle expérience. Puis en plus, on était en équipe, donc une grande partie des gens de l'équipe de glace se sont déplacés. Ça reste des beaux souvenirs. On était un peu comme une colo. C'était très sympa, très sympa. Oui. Tu comptes garder la même équipe? Bah après, elle évolue en fonction des attentes, parce qu'après De Glace, ce qui est intéressant, c'est enfin là De Glace, on en parle notamment parce qu'il est, donc on l'a fait en 2017, mais il se retrouve aujourd'hui sur MyCanal. Oui. Tu vois, donc ça rafraîchit un peu, on en reparle. Mais entre temps, j'ai fait 2 autres courts-métrages qui ont étoffé à chaque fois. Moi, je vais avoir besoin de je sais pas moi, d'un droniste ou de quelqu'un qui s'occupe du maquillage FX. Donc, il va y avoir une personne en plus qui va se rajouter. Là, sur le dernier court-métrage que j'ai réalisé, qui s'appelle Alter Ego, c'est la première fois que j'avais vraiment une chef décoratrice, une costumière, et du coup, c'était comment dire, des postes que je connaissais pas, donc que j'ai appris à connaître. Donc, non, vraiment, l'équipe, il y a un noyau dur qui est le même depuis des années. Et puis après, il s'étoffe de projet en projet. C'est pour ça que je vais refaire un court-métrage, parce que j'ai besoin de tourner. Oui. Et puis voilà, pour maintenir le lien, quoi. C'est comme si tu pratiques pas un sport, au bout d'un moment, ça te manque, tout simplement. Comment tu choisis tes figurants? Figurant, comédien ou figurant, parce que figurant, ça va dépendre des scènes, tu vois. Donc figurant en fonction voilà des besoins. Si on poste pas mal d'annonces, notamment via les réseaux sociaux, c'est quelque chose dont je me sers principalement pour le travail. Tu vois, moi je suis pas trop dans étaler ma vie privée sur les réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux sont un outil de travail pour moi. Et sous quel nom on peut te trouver pour les personnes éventuellement qui voudraient apparaître dans tes courts-métrages? C'est Nicodème Panz, donc Nicodème, plus loin Panz, P-A-N-Z, et sur Facebook et Insta principalement. Et voilà, très souvent, des fois, on a besoin d'accessoires, on a besoin d'un endroit, et notamment quand je développais le projet Vis-à-vis, c'était vachement cool parce que, comme je te dis, on voulait tourner j'avais par exemple un scénario, je voulais tourner dans le mois, et du coup, les réseaux me permettaient, tu vois, de trouver des lieux, des figurants, des accessoires assez facilement. Et les gens, en plus, je pense qu'on a une époque où
tu vois, il y a les grosses machines, mais en même temps, tu as des gens qui font un peu de l'art de manière alternative. Et ça plaît aussi à un certain public, tu vois, de suivre voilà, la fabrication d'un film, tu vois, de se dire, ah, bah, moi, même si t'as besoin de ça, je sais pas moi, un mégaphone ou de fumigène, tu peux aller là. Ça, enfin, vraiment de s'impliquer, je trouve que c'est cool. C'est une belle époque, en tout cas, pour faire de la vidéo. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les moyens se sont démocratisés et du coup, ouais, c'est principalement avec les réseaux sociaux qu'on travaille ça. Après, les comédiens, c'est encore autre chose. On fait des castings et ça va dépendre du perso ou du projet. D'accord, très bien. Donc, alors, on passe à ta deuxième casquette. Ouais, j'en ai qu'une aujourd'hui, mais... Donc, on va parler de ton roman. Donc, Ma femme est un robot, là, donc, que vous pouvez voir ici, juste devant. Et ben voilà. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire ce livre? Écoute, au début, j'avais pas du tout l'intention de sortir un roman. Vraiment, et même pour te dire, la plupart de mes courts-métrages, notamment la série Vis-à-vis, les tout premiers, j'écrivais même pas de scénario. C'est-à-dire, j'avais un rapport, je faisais un découpage. Oui. Moi aussi, j'aime bien, un peu comme l'invité de tout à l'heure, j'aime bien dessiner. Je fais Oui. des storyboards et tout. Je fais beaucoup quand j'étais vraiment plus petit en primaire, je faisais beaucoup de bandes dessinées. C'était un truc que j'ai gardé de temps en temps, j'aime bien. Donc, en fait, je faisais des découpages techniques, mais j'écrivais pas de scénario. C'est pas la flemme, j'avais du mal à prendre du plaisir à écrire. Tu vois, donc les premiers scénars que je fais, c'est plus des découpages. Puis ensuite, on me dit, ouais, mais il faut quand même un scénario. Donc je m'y mets, tu vois. Et je commence à prendre du plaisir à le faire, parce qu'il faut savoir que voilà, le scénario, c'est pas destiné au public. Un scénario, quand tu écris un scénario, c'est pour une équipe, c'est un outil de travail. Ça va jamais, à part pour les cinéphiles qui vont acheter un scénario parce qu'ils kiffent un film. Moi, ça m'est déjà arrivé d'en acheter et d'en lire, mais ce n'est pas sa finalité. La finalité, c'est de faire un film. Donc le scénario, c'est juste un outil de travail. Donc je me suis plongé notamment pour le long métrage. Tu peux te débrouiller pour un court métrage, mais un long métrage, c'est un labyrinthe. Il y a des normes qu'il faut ou respecter ou bousculer. Il y a vraiment toute une science en fait autour de l'écriture de scénario. Et je suis donc depuis un petit bout de temps, comme je te disais, sur l'écriture du long. Et je sais pas ce qui s'est passé sur mon dernier court-métrage Alter Ego. Comme je te disais, j'avais beaucoup de postes. C'était le court-métrage où j'ai eu le plus où j'ai eu l'équipe la plus conséquente, donc de gens qui me sollicitaient, tu sais, pour des accessoires, pour ça, ton avis sur ça, sur les comédiens et tout. J'avais beaucoup de comédiens aussi à gérer, etc. J'ai eu envie pendant la préparation d'Alter Ego, de me faire une bulle où j'écris, et notamment, tu vois, quand tu écris un scénario, t'as beaucoup de contraintes techniques, enfin budgétaires même, tu sais, c'est-à-dire que moi là, je sais que si j'arrive jusqu'au bout, ça sera un premier long métrage. Quand tu écris un premier long métrage, tu sais que tu vas pas avoir beaucoup d'argent, donc tu es dans une économie en permanence. Tu te dis ouais, ça, vas-y. Et on dit très souvent que sur un premier long, il n'y a pas un budget faramineux, il faut faire beaucoup d'intérieur, pas beaucoup de personnages, pas des scènes avec 200 figurants, tu sais, faut tout minimiser, tu vois, parce que ça va coûter cher. Et donc du coup, j'ai cette écriture pour le cinéma. Et là, j'avais envie, mais profondément, comme je te dis, sans aucune stratégie, d'écrire quelque chose juste pour me faire plaisir, sans me dire que je vais le réaliser ou le montrer à un producteur, si je veux qu'il y ait des explosions, si je veux qu'il y ait des robots, si je veux qu'il y ait ce qui sort de ma tête, en fait, et m'affranchir aussi d'une structure un peu, comment dire, normée, qui va être celle d'un scénario, pour à un moment faire des digressions, partir sur un chapitre, revenir dessus. Et en fait, du coup, le projet Ma femme est un robot vient d'une vraie envie de liberté, en fait, tout simplement, tu vois, artistique. Et du coup, je commence un peu à rassembler des petites notes, à me dire bon bah tiens, je vais peut-être en faire une nouvelle et tout. Et plus j'avance dans le projet. Plus en fait ça prend forme, plus ça devient conséquent. Alors sur la thématique, tu sais, je vais te le pitcher rapidement, ça se passe en 2032. C'est dans un futur donc très proche où on peut s'imaginer au vu de ce qui se passe aujourd'hui, ce que pourrait être 2032, avec l'arrivée de la robotique dans les foyers, avec les réseaux sociaux qui se développent encore plus. Et je m'inspire, même pour te dire, la toute première version, elle était de nos jours.
Tu vois, je l'ai pas fait et après, en fait, je me suis dit, je vais un peu plus m'amuser si je fais comment dire, un petit saut dans le temps et les choses sont un peu floues parce que 2032, ça va arriver très vite. Oui. Tu vois. Et du coup, j'aimais beaucoup ce côté où ça va devenir flou, c'est-à-dire que ça pourrait très bien se passer maintenant. Mais il y a quelques petits éléments qui te disent que ouais, ok, c'est pas de nos jours, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin, tu vois. Et donc dans ce contexte, t'as un trentenaire, Philippe, qui est un peu à la ramasse, qui a pas de taf, il est en couple avec une nana qui s'appelle Alice et dès le début en fait du roman, il se pose cette question: et si ma femme n'était pas vraiment humaine? Il commence à se poser des questions sur la vraie nature de sa compagne et de se dire que potentiellement c'est peut-être un robot. Et ensuite ça part sur un thriller. Voilà, il y a de l'action, il y a du suspense et cette question de se dire voilà, qui est humain, qui ne l'est pas, où est notre part d'humanité. Et du coup le format roman correspondait totalement. Des fois, il y a des gens qui me disent, des gens qui me suivent ou avec qui j'échange autour de mes projets, qui me disent tu vas l'adapter et tout en film. Je dis j'ai vraiment que envie de l'écrire, tu vois, et parce que justement j'avais cette liberté de faire ce que je voulais, du moment qu'il y avait une sorte de cohérence ou de musicalité dans ce que j'écris. Tu vois, j'aime bien qu'il y ait une sorte de rythme, tu vois, dans ma façon d'écrire. Et du coup, je relis. Il y a eu un gros, ça a été deux années de travail, pas constante, hein. J'ai fait d'autres choses entre temps. D'accord, pour l'écriture du livre. Ouais, 2 ans. Mais, comme je te dis, en fait, j'ai fait 6 mois. J'ai écrit du début à la fin. C'est-à-dire, je voulais arriver à la fin de mon histoire. Oui. J'ai laissé reposer pendant presque, parce qu'en fait, je me suis relu et j'ai trouvé ça super nul. Tu vois, je me suis dit, ouais, vas-y, ok, tu l'as fait, tu t'es fait ton petit délire. Moi, j'écris pas mal de petits bribes d'histoire à gauche, à droite. Je me suis dit, bon. Et donc, j'ai laissé reposer et il y a eu un appel à projet pour des romans de science-fiction. Je l'ai envoyé, j'ai été présélectionné, tu sais, parmi 10 finalistes. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas si nul que ça. Et du coup, ensuite, j'ai bossé pendant 1 an la relecture. D'accord. C'est-à-dire où je relisais des passages, et là j'étais accompagné. J'avais une correctrice et j'ai fait aussi lire à des personnes autour de moi, une personne en fait. Donc il y a 2 personnes qui l'ont lu avant que je le sorte. Et tu vois, ne serait-ce que pour les fautes d'orthographe, de grammaire et tout, tu vois. Et du coup, je suis devenu très très pointu à ce niveau-là maintenant. Et ensuite, ne serait-ce aussi pour avoir la cohérence, parce que des fois, tu es tellement plongé dedans que tu peux laisser passer certains, surtout que moi je suis pas aguerri à cet exercice, donc j'avais besoin d'être accompagné sur la fin, mais 1 an de relecture, tu vois, 1 an, et un peu comme on parlait tout à l'heure hors antenne sur faut au bout d'un moment lâcher le bébé. Moi, si je le feuillette, je vais avoir envie de changer des choses. Tu vois, t'as toujours envie de changer des choses, surtout que là, sur l'écrit, c'est rapide. Tu vois, t'as une phrase. Même pour te dire, quand je l'ai sorti la première, donc l'année dernière, il y a 1 an, et je l'ai réédité, il y a des différences entre la première et la deuxième édition. Quand je relisais des trucs, on m'a fait modifier un petit peu. Ouais, on m'a fait relever des petites choses et donc du coup, c'est un travail qui peut ne jamais s'arrêter en fait, tu vois, la création. Oui, c'est vrai, oui. Mais donc du coup 1 an et puis je l'ai sorti en mai dernier et donc c'est de l'auto-édition. Tu vois, donc je vais même pas aller voir une maison d'édition, je le sors moi-même, j'en fais fabriquer une centaine, je le sors sur Amazon, je communique autour de ça en disant voilà, je sors un roman. Je suis un peu angoissé parce que je me dis bon, c'est un roman, tu vois, c'est pas pareil qu'un film. Des fois, tu envoies le lien d'un film, comme je t'ai envoyé De Glace ou quoi, ça prend 5 minutes dans ta vie. Un roman, c'est un investissement de temps, tu vois. Donc je me dis bon, est-ce que les gens vont le lire? Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et en fait, passé une semaine, je commence à recevoir des premiers messages de gens qui me disent ça se lit, je l'ai lu en 2 jours, je l'ai lu en 5 heures, qui me font des retours super positifs, tu vois. Et puis après, j'ai fait pendant pas une année, mais quasiment une année de promo autour de ce projet où j'ai fait des rencontres et plein de choses du coup improbables. Il s'est retrouvé dans une bibliothèque, il est dans plusieurs librairies et donc un accueil super positif, super encourageant, ce qui fait que je suis en train d'écrire le tome 2. Ah, super. Voilà. Mais j'avais déjà en tête de le faire à la fin quand j'étais sur la fin, je me suis dit mais là ça mérite une suite. Il y a encore des choses à raconter sur ce sujet, encore plus maintenant, parce que là, t'as vu l'intelligence artificielle, la robotique,
Ça arrive vite, ça prend de plus en plus de place en plus. Ouais, et puis je trouve qu'il y a plein de choses qui font écho dans nos vies. On se dit, mais est-ce qu'on est les mêmes êtres humains qu'il y a 10, 15, 20 ans? Mais moi, des fois, je m'interroge un peu, tu vois, en mode, mais est-ce que, tu vois, je suis vraiment humain, tu vois? Il y a des trucs comme ça que j'aime bien aller explorer. On m'a dit, là, sur une rencontre, mais est-ce que c'est pas une machine qui a écrit votre bouquin? Je fais, je ne sais pas, peut-être. À vous de juger, tu vois, mais il y a ce côté un peu, toutes ces thématiques qu'il y a dans des grands classiques, tu vois, de la SF, Philippe K. Dick, Asimov, moi, j'essaie d'être un peu dans une sorte d'hommage. C'est d'ailleurs pour ça que le personnage principal, il s'appelle Philippe. C'est pour dédicacer à Philippe K. Dick, qui est un romancier de science-fiction qui m'a beaucoup marqué. Et il y a toutes ces thématiques, voilà, de la paranoïa, qui est humain, qui ne l'est pas, et je trouve qu'il y avait matière à faire dans cette époque-là. Tu vois, et puis en plus de se servir des réseaux sociaux, d'Instagram, de tout ça, en fait, je trouve que c'est en train de nous modifier. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une crainte de ta part, du coup. C'est même pas une crainte, hein, c'est un vrai constat. Oui. Je pense qu'on est notamment, tu sais, avec tu fais défiler ton fil d'actualité, tu passes d'un truc ultra dur avec des bombardements à des meufs en bikini, à l'autre qui prépare son gâteau, à ça. Notre cerveau, déjà, il est plus le même, tu vois, qu'il y a 10-15 ans, et que tu le vois même avec nos enfants, tu vois, c'est que je sais pas ce que ça va donner, mais du coup, c'est ultra inspirant pour des histoires, parce que on est clairement en train l'être humain se modifier au fur et à mesure, tu vois, et du coup, super inspiration pour écrire. Oui. Je sais pas pourquoi ça me faisait penser, tu sais, au fameux bug de l'an 2000 que tout le monde redoutait, du coup. Ouais. C'était un peu sur toutes ces thématiques, tu vois, qui sont dans l'air du temps, et voilà, les coupures de courant. Qu'est-ce qu'on ferait en fait si il n'y a plus toute cette technologie? En fait, il y a deux choses. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu la même démarche que dans mes films. C'est-à-dire que je suis d'abord sur du sensoriel, sur ce que les personnages vont ressentir et comment j'arrive ou pas, tu vois, ce que le public ou le lecteur ressent ces choses-là, tu vois, ça c'est comme dans Deux Glaces, tu vois, de se dire pourquoi personne vient l'aider, tu vois. Si tu te poses cette question-là, c'est que en tout cas, c'est ce que je voulais atteindre, tu vois. Et donc il y a ces mêmes enjeux, tu vois, on va dire dramatiques, de se dire qu'est-ce qu'on va ressentir avant de se dire qu'est-ce qu'on va comprendre. Et ensuite, c'est vrai que Ma femme est un robot, c'est notamment un titre un peu racoleur, mais de manière assumée, dans le sens où ça parle aussi de, tu sais, tout ce qui est la femme-objet, des relations de couple qui sont totalement, notamment, comme je te disais tout à l'heure, modifiées dans le sens où c'est plus la même chose, on ne drague plus de la même façon, on ne reste plus en couple de la même façon, maintenant tout le monde est un peu sur son écran, voilà, il y a plein de choses qui ont évolué, mais très rapidement. Tu vois, là, en 10 ans, la place que ça a pris et l'emprise que ça a sur nous, elle est fulgurante, tu vois. Et du coup, moi, je trouve que, tu sais, tout ce qui est un peu théorie du complot, tout ce qui est un peu paranoïa et tout, il y a des scénarios de dingue à faire là-dedans, tu vois. Et du coup, il y a qu'à voir un peu. Des fois, tu t'arrêtes, je sais pas, tu vas à un bus ou tu vas dans un parc, tu vois, tout le monde est sur son tel. Des fois, tu es chez toi. Moi, le dernier Noël avec les enfants et tout, il y avait des t'es chez de la famille et tout, au bout d'un moment, t'as tous les gamins, ils sont que sur leur tablette, leur écran. Et, et nous aussi, tu vois, donc c'est un truc qui est... On se dit qu'avant, non, c'était pas possible. Non, tu vois, et que même nous, en tant qu'adultes, j'ai un peu envie de dire qu'on baisse un peu les bras, tu vois. C'est-à-dire que parce qu'il y a la flemme, parce qu'il y a le train de vie, on est dans des trains de vie de plus en plus... dur, tu vois, parce qu'il faut remplir l'assiette, faut courir à gauche, à droite, et comment dire, tout est devenu cher, tu vois, les enfants, ils ont des attentes de plus en plus, et donc, du coup, quand tu arrives chez toi, t'as plus envie de faire un jeu de société et tout, tu vois, ou de faire donc, du coup, tes enfants, ils te voient avec ton téléphone. Eux, c'est l'image qu'ils se font d'un adulte, tu vois. Quand j'aurai un téléphone, je serai comme papa et maman, je serai dessus. Fin, tu vois. Et donc, du coup, ça part de ce constat-là. Tu vois, ça part de ce constat-là. Et comme je parlais avec une amie qui l'a lu, on a échangé autour du bouquin. C'était aussi, pendant tout le bouquin, je pose cette question-là, de se dire, mais en fait, c'est quoi d'être humain? Tu vois, c'est-à-dire que ça s'appelle Ma femme est un robot, mais en permanence, t'as ce questionnement, c'est quoi...
c'est quoi aimer quelqu'un, c'est quoi s'occuper de quelqu'un, qu'est-ce qui fait qu'on est l'un avec l'autre, qu'est-ce qui fait que on est influencé par telle chose, et qu'est-ce qui fait qu'on est être humain. Et notamment quand au bout d'un moment on enlève toute cette technologie, qu'est-ce qui reste, etc. Et puis après, comme je te dis, après je me suis dit, mais en fait, j'ai à peine commencé à effleurer le sujet. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont encore à raconter, et en plus ça évolue. J'ai même peur de me faire dépasser par l'actualité, parce que maintenant je vois que tu sais, il y avait, en plus c'est marrant, quand j'ai sorti le livre il y a 1 an, t'avais Elon Musk qui a fait je sais pas si tu les as vu passer, des photos, il embrasse une femme robot. Ah non, alors ça, je n'avais pas vu. Il y a des photos comme ça où il dit, je présente ma nouvelle copine, et t'as une nana, donc tu vois qu'il y a un corps de robot et un visage un peu humain, et il l'embrasse et tout, et du coup je me dis mince là, ça va trop vite. Encore une fois, c'est ce que tu disais en fait, c'est ce qu'on nous propose, et du coup les enfants pensent que c'est normal, parce qu'on nous montre. Non, puis après je pense que ça va être dans les grands défis et dans les grands changements qu'il va y avoir dans les 10, 15, 20 ans, c'est ça, c'est le développement de la robotique. Tout ce qui est la réalité virtuelle, tu sais, qui va être inclusive, etc. C'est des choses qui vont, qui sont déjà en mouvement, tu vois. Et du coup, voilà, plein de choses à raconter autour de ça, des inquiétudes, et puis, oula, j'ai mon téléphone, je vais l'éteindre. Je suis désolé pour l'interview. Et du coup, ouais, plein de choses à raconter sur ce sujet-là. Voilà. Alors, un écrivain, il a toujours une feuille et un stylo à portée de main, ou un ordinateur? T'es plutôt quoi, toi? Bah moi, déjà, après, comme je dis, je me suis fait cette petite parenthèse où j'ai écrit, mais je me considère même pas vraiment comme un écrivain, tu vois. Je dessine beaucoup, tu vois, je dessine beaucoup. Ah, toi aussi. Je fais des petits croquis, et ensuite... ouais, c'est moment, en fait, je vais passer beaucoup de temps à ne pas écrire. Là, ça fait là, enfin, bon, en plus, parce que faut s'organiser pour écrire. Moi, je trouve que faut trouver des blocs de temps. C'est-à-dire que moi, il me faut au moins 3-4 heures. Ah oui. Donc, quand j'écrivais Ma femme est un robot, je m'organisais pour me lever très tôt le matin. Oui. Et entre 5 heures et 8 heures, avant de s'occuper des enfants, je me plongeais. En plus, là, tu es un peu au calme. Oui. Et du coup, je m'aménageais ce temps-là. Mais je suis pas trop dans le fait d'écrire des petites choses à gauche, à droite. Non, un peu sur le téléphone, des fois, des petites punchlines et tout, des trucs où je me dis qu'il y a une belle tournure de phrase pour raconter quelque chose. Et en fait, je stocke comme ça pendant un temps, et après il faut que je me trouve 3-4 heures pour tout mettre à l'écrit. En plus, des fois tu te dis mais en fait c'est pas ça que je voulais, comme pour un dessin. Des fois tu visualises, mais tu te dis bon, c'est pas exactement ça que je pensais que ça allait donner. Et non, moi je travaille sur l'ordi, mais voilà, il me faut un gros bloc de temps pour rentrer dans la logique. Et pour rentrer comme je te dis, c'est cette petite bulle où tu revois tes persos, mais en fait, même quand tu travailles pas, c'est-à-dire même quand t'es pas en train d'écrire et tout, ça continue. Ça tourne dans la tête. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire là, je vais être sur le chemin, puis en plus, j'ai ça, et j'ai le long métrage aussi. Donc tu sais, c'est comme des dossiers, tu vas les ouvrir, tu vas dire bon là, alors mon long métrage, vous en êtes où? Ah, ok, il y a cette scène-là, tu vois, je vais la revisiter, je vais la visualiser. Toi, des fois, les gens ils te parlent, mais t'es complètement déconnecté parce que toi, t'es dans ton truc, tu vois. Et c'est beaucoup sur des moments comme ça. J'avais vu une comique, je crois que c'est une humoriste, une comique qui disait que tout ce qui est écrivain ou scénariste, c'est le seul métier où tu peux dire, quand t'es allongé dans ton canapé, quand tu es en train de marcher dans la rue, ou même quand tu es en train de regarder une série sur Netflix, qu'est-ce que tu fais là? Bah là, je suis en train de bosser. parce que même si tu es posé comme ça, des fois, il y a un travail, tu vois, où tu es en train d'imaginer quelque chose, où tu vas te balader. On en parlait tout à l'heure. Des fois, quand tu vas marcher, tu trouves des idées. Moi, j'aime beaucoup marcher aussi pour prendre des décisions, et comme on disait tout à l'heure, les grandes décisions, elles se prennent en marchant très souvent. Et des fois, quand tu as un dilemme ou un problème ou quelque chose qui te perturbe, tu sors, tu vas marcher, tu verras, tu trouveras ton truc, tu trouveras la solution. Et c'est pareil, je trouve, pour les idées, tu vois. C'est-à-dire que des fois, tu bloques sur quelque chose, tu sors, tu marches, et donc moi, je fonctionne beaucoup comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta bibliothèque? Qu'est-ce que tu lis? Écoute, je
prends trop peu de temps pour lire. J'étais un grand lecteur quand j'étais adolescent. Oui. Très, très grand lecteur. Je lisais livre sur livre. À l'époque, j'étais piqué à Stephen King. Oui. C'était vraiment, je me mettais de la musique et tout, et j'en ai lu une flopée. J'aime moins maintenant que j'ai grandi. Et en fait, alors j'essaie de découvrir des nouvelles choses, mais je suis fidèle à tout jamais à Philippe K. Dick, Oui. donc qui est un auteur à qui on doit des grands films, tu vois, comme Blade Runner, Minority Report et plein d'autres, qui a une œuvre mais c'est sans fin, quoi. Moi, à chaque fois, je tombe sur un nouveau bouquin, où je redécouvre quand, des fois, je me retrouve dans une librairie, je fais, mais je connais pas tout ça, tu vois. Et donc, du coup, déjà, rien que son œuvre, à lui, c'est incroyable. Et Steinbeck. Et Steinbeck, Les raisins de la colère, Des souris et des hommes. Et pendant pas mal d'années, j'ai juste alterné les deux. Un bouquin de Steinbeck, un bouquin de K. Dick. C'était comme mes vieux amis, tu vois. Quand je me dis, je vais voir un nouveau K. Dick, c'est presque que je me pose, je dis, bon, alors, qu'est-ce que tu as à me raconter aujourd'hui? Et paf, il me raconte son histoire, tu vois. C'est pour ça que, et tout au début, quand je me suis mis à écrire et que le perso, il s'appelait Philippe, c'est c'est comme si je te disais Philippe K. Dick. Alors, toute proportion gardée, parce que c'est un grand maître, tu vois. Mais il m'a invité plein de fois à manger chez lui. Et moi, je lui prépare un petit plat comme ça, avec ses recettes à lui, parce que c'est des trucs très, très assumés de Philippe K. Dick. Et je disais, bah tiens, goûte, tu vois. J'ai un échange comme ça, des fois, à un moment, avec ces deux romanciers. Donc, K. Dick, Steinbeck. Et après, des fois, des choses qu'on me propose, mais j'aurais pas de nom à te dire. Des fois, et puis j'ai une mauvaise mémoire, mais si, il y a des choses, mais là, c'est vraiment ces deux-là les piliers, quoi. D'accord. C'est quoi ton rapport au livre audio? Au livre audio, écoute, je suis en train de me pencher là-dessus. Mon rapport, il est que je me penche là-dessus parce que on m'a dit que c'était intéressant, que c'était et que en fait voilà, je suis en train de voir la faisabilité, de voir avec tes comédiens, parce que j'ai fait sur notamment Ma femme est un robot, j'ai fait plusieurs, j'en ai fait deux temps de rencontres avec des comédiens qui sont venus lire quelques passages avec une petite musique, une mise en scène et tout, et ça a super bien fonctionné. Et donc du coup je me suis dit ça peut être vraiment cool de le faire en audio. Je suis en train de voir, voilà, comment, peut-être pour l'année prochaine ou avant la sortie du deuxième, je vais me pencher là-dessus parce que je vois que c'est un média qui est assez pertinent dans l'air du temps et en plus, moi, mon bouquin, il est assez cinématographique, donc je pense que ça peut rendre bien. Oui. Voilà. Alors, on arrive à la fin de l'émission. C'est passé vite. Oui, c'est vrai. C'était très cool. En plus, je te remercie beaucoup on a parlé de films, de livres. Est-ce que tu veux que je fasse un peu de promo pour dire où est-ce qu'on peut retrouver les bouquins ou les choses donc le livre, il est disponible sur Amazon. Oui. Donc Ma femme est un robot, vous allez le retrouver assez rapidement. Il est aussi, si vous êtes dans le coin de Fontenay-sous-Bois, il est dans la librairie Motamo et la Flibuste. Et moi, j'en ai aussi. Donc, je les vends un peu comme des mixtapes, tu vois. Oui. Et donc, si vous voulez, on prend un temps, on se rencontre et je vous en. Si vous êtes sur la région parisienne, je n'irai pas jusqu'à Marseille, mais pas encore. Mais en tout cas, si vous êtes à Marseille, vous pouvez le prendre sur Amazon. Et puis De Glace est sur MyCanal, donc tapez De Glace sur la plateforme de streaming de Canal+. Il est actuellement dessus, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je te remercie pour cet échange et pour l'accueil. Oui, merci à toi. Je remercie aussi l'équipe d'Artop, Magid qui est pas loin, Alibi, et un gros big up à eux parce que on se connaît bien et que voilà, moi j'apprécie de voir voilà la forme, ce que ça prend comme envergure, et je suis très content voilà de tout ce qui est les gens qui se lancent, qui font des projets, qui construisent quelque chose, qui partent de rien. Donc big up, gros big up à tous ceux qui sont derrière la caméra, même s'il y en a un, mais il est de taille. Et donc merci à toute l'équipe, parce qu'il y a plein de gens dans l'ombre et il faut les remercier. Et merci beaucoup à toi pour cet échange, c'était super cool. Oui, donc je te dis à très bientôt. Yes. Et on va écouter à la fin la bande démo. Donc surtout restez là. Merci à vous et à très bientôt sur Artop TV dans Il n'y a que des étoiles. Merci. Est-ce que vous savez ce que ça fait de vivre dans un bocal?
Excusez-moi, je suis désolé, mais je dois fermer là. Ça fait un quart d'heure que j'aurais dû fermer. Hein? Tu veux quoi là? Vas-y, passe ton chemin. Kent était persuadé que cette mouche l'observait. À cette heure-ci, l'établissement était... Quelque chose avait changé chez Alice. Une légère impression. Peut-être un reflet discret dans son regard. Vous avez reçu un message. Et si ma femme n'était pas vraiment humaine? Tour de contrôle, vous me recevez? C'est une panne. Ses yeux écarquillés scrutaient chaque recoin du tableau. Des centaines de calculs et de probabilités. Je suis en train d'imaginer tout ça. Je crée cette discussion au fur et à mesure dans ma tête. Est-ce que vous réalisez à quel point vous êtes important? À quel point ce que vous vivez est crucial? Vous êtes l'étape suivante. Lâchez-le! Je dois l'emmener, sa mère me l'a confié! Mais lâchez-moi! Il n'y aura bientôt plus de différence entre les machines et les humains.